Franchement, après avoir vu ce film, est-ce qu'on peut encore avoir des doutes sur le fait qu'Hollywood est vraiment tout sauf une usine à rêve? J'ai envie de dire, allez voir le film pour vous en convaincre, hein, voilà. Salut à tous! Alors nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour parler de Maxine, le troisième volet donc d'une trilogie réalisée par Ty West, qui était composée donc de X et de Pearl. Alors, au casting donc, de Maxine, on retrouve donc Mia Goth, qui incarnait déjà le même personnage dans X et dans Pearl, qui est donc prequel de X. Elle incarnait le rôle, le titre, hein, celui de Pearl. On retrouve également des acteurs, enfin des stars, hein, même des acteurs de certains calibres, tels que Kevin Bacon, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale ou encore Elizabeth Debicki. Alors le résumé en quelques mots, donc l'histoire se déroule cette fois-ci à Los Angeles en 1985 et donc Maxine est devenue donc une star du porno et qui envisage, parce qu'elle part du principe que, bon voilà, elle va avoir 33 ans et que elle commence un petit peu à se faire vieille pour ce genre de film, et donc elle envisage de devenir une véritable actrice. Et donc, au terme d'une audition, elle décroche enfin le rôle de ses rêves aux côtés d'une réalisatrice assez bien vue dans le milieu. Mais alors qu'un mystérieux tueur traque les starlets d'Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine, qui a échappé donc à un massacre survenu en plein Texas 6 ans plus tôt. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, tout simplement parce que j'avais beaucoup aimé X et plus encore Pearl, que pour le coup j'avais vraiment adoré. Et que donc, comme beaucoup de cinéphiles, hein, j'étais assez intrigué à l'idée de voir comment Ty West allait boucler sa trilogie, même si apparemment, bon, il a révélé qu'il planchait déjà sur un quatrième volet, mais qui serait quand même, voilà, qui entretiendrait très peu de rapport avec la trilogie de base, donc un film un petit peu hors série, mais centré sur le même personnage. Et bref, donc je voulais un petit peu voir un petit peu ce que ça donnerait. Alors, grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé donc de Maxine? Honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un film en fait qui parle de beaucoup de sujets, qui épouse beaucoup de formes. On voit bien que pour son dernier opus, Ty West a voulu se faire plaisir en entremêlant, hein, entre guillemets, différents genres, je vais y revenir, en traitant de beaucoup de sujets. Et j'ai envie de dire que, voilà, en 1h40, c'est plutôt bien dosé. Voilà, donc grosso modo, je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai adoré le film, voilà, même si je lui préfère Pearl, je vais y revenir un petit peu après. Et voilà, alors déjà, donc on a à la fois un pur film de genre, hein, vous l'aurez compris via le résumé, hein, il est quand même question d'un tueur en série qui traque des starlets fond de tournage, donc en plein film de genre. On a également Portrait de femme, via le titre du film, Maxine, tout est centré sur elle. Et enfin, on a également un pamphlet pardon, assez caustique et voire même cruel, hein, sur les dessous d'Hollywood, même si ici c'est plus le Hollywood un peu underground, hein, le Hollywood bis en quelque sorte, hein, vu qu'il est quand même question de l'industrie du cinéma porno et d'horreur, vu que le rôle qu'a décroché Maxine est en fait celui d'un film de genre intitulé The Puritan, hein, ou plutôt The Puritan 2, donc La Puritaine 2, hein, qu'on peut traduire en VF. Voilà, que sa réalisatrice, jouée d'ailleurs par Elisabeth Debicki, tient vraiment à réaliser, enfin je veux dire comme un vrai film de série A, et c'est également l'occasion pour Maxime de prouver ses talents de star, parce que ça, elle le répète tout au long du film, son objectif c'est vraiment, vraiment de devenir une star. Et à ce niveau-là, on sent que voilà quoi, Ty West, il n'y va pas par 4 chemins et il décrit vraiment l'industrie hollywoodienne, j'ai envie de dire comme on en a un peu l'image depuis quelques années, hein. Je veux dire, on sent que, bon je vais pas revenir là-dessus, hein, c'est pas le but de cette vidéo, mais que depuis les affaires Weinstein et ce qui en a découlé, hein, les mouvements #MeToo, plus les nombreux, acteurs, et pas qu'à Hollywood, hein,
y compris en France, qui ont été accusées d'agressions sexuelles en tout genre, ou de comportements déviants, de ce genre de choses. Ben voilà, quoi, je veux dire, ici, on nous montre clairement qu'à Hollywood, et c'est d'ailleurs ce qui ouvre le film, vu que le film, je n'ai pas dit s'ouvre sur une citation de Bette Davis, immense actrice qui plus est, hein, notamment All About Eve. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, c'est un très très grand film. Et en gros, ben, qu'est-ce qu'elle dit, Bette Davis? Ben, elle dit, ben, en gros, si vous voulez devenir une star à Hollywood, ben, il faut devenir mauvais. Voilà. C'est ça en gros. On ne sait pas littéralement la citation au mot près, mais en gros, c'est ça le but de la citation. Et vous avez envie de dire, quand on voit, ben, quand on connaît hein, le destin de certaines starlets, ben, il est à un moment donné même fait référence à la fameuse affaire du Black Dahlia, hein, du Dahlia noir. Je ne vais pas me pencher là-dessus parce que ben voilà, je ne connais pas très bien cette histoire, et je n'ai même pas vu le film de Palma, qui paraît-il n'est pas son meilleur, mais bon, passons. Et ben, on sait, hein, je veux dire de toute façon, que Hollywood est tout sauf un monde de bisounours, et on le savait déjà, j'ai envie de dire, bien avant l'affaire Weinstein, hein, je veux dire, donc avec Marilyn Monroe, Frank Sinatra, on peut même remonter encore plus loin dans le temps, l'époque du muet, hein. Je vous renvoie au film Babylone de Damien Chazelle qui traite un petit peu de ça aussi, hein, les illusions, les destins brisés, les illusions perdues, jusqu'où est-on prêt à aller pour accepter un rôle? Est-ce qu'on peut vraiment aller jusqu'à perdre son âme et son amour-propre? Bah, c'est assez glaçant, hein, je veux dire, en termes de thématique, même si on sent que, ben voilà, je veux dire, Ti West n'est pas le premier à traiter de ce genre d'univers, hein, je veux dire, des grands cinéastes comme David Lynch l'avaient déjà fait de manière tout aussi glaçante avec Mulholland Drive, où là aussi il était question déjà de dévoiler l'envers du décor, je veux dire, avec le personnage de Betty, donc joué par Naomi Watts, qui se révélait starlet d'Hollywood, et où on nous montrait qu'Hollywood était géré en gros par des mafieux qui imposaient des actrices aux producteurs, et enfin, vraiment une image comme ça très très macabre. Image encore accentuée par Maps to the Stars de David Cronenberg, où là, il était même question d'inceste pur et même de meurtre au sein de l'industrie hollywoodienne. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, bon, encore une fois, un autre chef-d'œuvre, hein, donc Sunset Boulevard de Billy Wilder, où Billy Wilder allait jusqu'à faire jouer, ce qui rend le film toujours plus touchant, de vieilles gloires d'Hollywood, hein, notamment Buster Keaton ou ben, des vieilles gloires d'antan, Cécile B2000, qui avaient été littéralement balayées par Hollywood, et dont on disait à travers leur visage fatigué ben, tout l'enfer qu'ils avaient été vécu, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Je vais dire, vous, du jour au lendemain, vous êtes une star, puis on ne vous appelle plus, et puis vous êtes littéralement balayé. C'est un petit peu le destin qui est promis, entre guillemets, à Maxine, destin qu'elle se refuse, hein, vu que, d'ailleurs, le personnage joué par Elisabeth Debicki, donc cette réalisatrice comme ça, assez ambitieuse, bah, qui lui dit ouvertement que le plus dur après dans ce métier, c'est de perdurer, et Maxine lui répond que justement, euh, elle a l'impression qu'elle restera une star jusqu'à la fin de ses jours, qu'elle restera admirée comme telle jusqu'à la fin de ses jours. Et on sent que, ben voilà, il y a tout un côté, comme je le disais, tout un beau pamphlet, hein, je le disais, comme ça, adressé à l'image d'Hollywood, un pamphlet, ben, je veux dire, réaliste et bon, je vais dire, on peut dire aussi assez ironique, hein, bon, voilà, avec quelques dialogues qui vont dans ce sens-là, mais aussi, comme je dis, quelque peu glaçant. De toute manière, comme me l'a dit l'un de mes anciens confrères, hein, Redouane, que je salue au passage, Hollywood adore qu'on parle de lui, que ce soit en bien ou en mal, hein, donc je vais dire, c'est pas, faut pas se dire, ah ben oui, maintenant qu'on pointe du doigt les travers d'Hollywood, ça va changer les choses. Ben non, 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 quoi, j'ai envie de dire, surtout que ça reste un film globalement indépendant, hein, je veux dire, Maxime. Alors, je parlais tout à l'heure également de portrait de femme, et ben oui, on est en plein dedans, hein, vu que ici, ben, Mia Goth, donc je vais dire, est quasiment de tous les plans, ben, c'est elle la star, hein, ce qui était déjà un petit peu le cas dans X et même dans Pearl.
où on sent que c'est devenu la muse, hein, je veux dire, de Ty West. Et alors ici, ben, je le disais, bon, sans trop en dévoiler, l'image s'ouvre sur un très beau plan, comme ça, une image d'archive où on voit donc Maxine, qui est encore une petite fille, voilà, qui danse, devant son père. Et déjà à ce moment-là, elle lui dit, en tant qu'enfant, qu'elle a envie d'aller loin, qu'elle a des rêves, hein, de devenir, célèbre. Le film joue aussi vraiment là-dessus. Est-ce qu'elle a envie de devenir une grande actrice ou simplement de devenir une star? Parce que c'est ça aussi, hein, on a l'idée, bah, d'actrice qui veut devenir bonne actrice et de star qui veut juste perdurer dans le temps. Vous voyez à chaque fois plusieurs niveaux de lecture, hein, mine de rien, plus subtil qu'il n'y paraît. Et donc, ben, on va suivre, hein, je vais dire le parcours, hein, donc de Maxine, voilà, qui veut s'émanciper du porno pour devenir la star qu'elle rêve d'être. Et donc, tout le film va être suivi de son point de vue. On va voir qu'elle est littéralement prête à tout pour obtenir son rôle, hein. On va la voir, même à un moment donné, se faire agresser, je veux dire, par un voyou qui est d'ailleurs déguisé en Buster Keaton. Assez drôle d'ailleurs, hein, le film est truffé de références au cinéma et on va la voir littéralement prendre le dessus. Alors ça, on peut lui dire que ça vient du fait que c'était la seule survivante du carnage de X, voilà, où bah, le film laisse à penser que même si elle donne l'impression de s'en être très bien sortie, bah, elle est encore, ce qui est logique, hein, marquée par tout ça, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de Final Girl. Et donc, voilà, donc un portrait de femme bah, qui est assez dense, surtout que Mia Goth, bah, elle crève l'écran, j'ai envie de dire. On sent qu'elle est vraiment habitée par son personnage. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment comme son personnage dans la vraie vie ou quoi, mais on sent il y a un fond de vérité comme ça dans sa manière de jouer, hein, une ambition comme ça, et pas seulement dans la manière de le dire, hein, je veux dire dans la manière d'être, sa démarche, ses regards lancés aux autres personnages, etc. Le fait aussi qu'elle joue sur différents tempos, hein, à la fois sur le fait qu'elle veut prouver qu'elle est une star, qu'elle est une femme forte, mais qui en même temps, quand elle commence à être rattrapée par les démons de son passé, bah, la femme forte qui se fragilise comme ça un petit peu. Donc différents tempos de jeu bah, dont elle parvient à retranscrire vraiment toutes les nuances. Et honnêtement, bah, moi, ça me ferait plaisir de la voir, pourquoi pas, bah oui, dans d'autres rôles, et si possible, pourquoi pas d'avoir une très bonne carrière et même bah, devenir une star, hein, disons-le comme ça. Elle a un charisme indéniable, voilà. Et alors maintenant, bah, concernant la réalisation, ça j'ai envie de dire, c'est l'autre gros point fort du film. Alors, je le disais, hein, on est clairement, on peut le dire, dans un film cinéphile, vu que bah, Ty West s'amuse beaucoup, hein. C'est vraiment comme s'il disait, ben voilà, maintenant que l'intrigue se déroule à Hollywood, on va parler d'Hollywood. Et on va mettre des références hollywoodiennes un peu partout. Ben, je vous ai dit, voilà, tout à l'heure, je parlais hein, de l'agresseur sosie de Buster Keaton, et ça va encore beaucoup plus loin parce que le réalisateur joue comme ça avec différents supports. Alors déjà, au niveau de la photographie, on a une image comme ça volontairement granuleuse, voilà, qui n'est pas sans rappeler, je veux dire les années, bah, les un peu comme ça, les films de genre des années 80, hein, bon, j'ai envie de dire, je m'y connais pas tellement en porno, mais en tout cas, en ce qui concerne les films d'horreur, on retrouve comme ça, c'est cette image un petit peu granuleuse, un petit peu sale, volontairement, pour un peu symboliser le cinéma bis. Image granuleuse qui est symbolisée par de la brume, parce que oui, le film est très brumeux, hein, il y a une brume comme ça qui va échapper comme ça de l'image, bah, pour nous faire comprendre que sous les apparences bien gentilles d'Hollywood, bah, se cache un mal qui ne demande qu'à ressortir à tout moment, voilà. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, ben, je le disais, en termes d'inspiration, on lorgne clairement, bah, beaucoup ont dit du côté de Brian De Palma et de Body Double. Alors, c'est pas totalement faux parce que Body Double, si vous ne l'avez pas vu, ça traite un peu de ça aussi, hein, voilà, un acteur de seconde zone qui, ben voilà, qui gagne sa vie en jouant dans des séries Z et puis qui va se retrouver comme ça dans une intrigue Hitchcockienne, etc., avec meurtre, etc., à la clé. Il y a un petit peu de ça, enfin, surtout Body Double traitait aussi un petit peu, bah, à travers le personnage de Melanie Griffiths, de l'industrie du porno.
Donc oui, il y a un petit peu de ça, mais moi je pensais surtout, au film, New York, 2 heures du matin, donc d'Abel Ferrara, où là on retrouve l'idée, je veux dire, d'un tueur, qui s'attaque à des prostituées, dans les rues de New York. Voilà, un petit peu ça. Et voilà, alors on retrouve ce côté, notamment, je vais dire, dans les décors, sales et crasseux, hein, je veux dire, c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, on voit qu'une fois qu'elle sort, enfin, je veux dire, qu'elle sort littéralement des studios, c'est un autre monde, hein. Je veux dire, on a des rues, sombres et sordides, avec des prostituées à tous les coins de rue, des mendiants, enfin, c'est vraiment, pourtant, enfin, je veux dire, on pourrait se dire que voilà, on est à Los Angeles c'est pas à New York, mais encore une fois, c'est ce que Ty West essaie de nous dire, hein, c'est que quelque part, le merveilleux est factice, hein. Je veux dire, tout ce que prétend, posséder Hollywood en termes de merveilleux, c'est juste factice. Voilà, tout ce qu'on voit, c'est du faux et qu'en gros, quand on sort des studios, qu'on regagne la vraie vie, c'est la pourriture, c'est la misère sociale, c'est le sexe tarifé, enfin toutes des choses, pas très saines, hein, je veux dire, on peut le dire. Et donc grosso modo, voilà, c'est un petit peu comme s'il nous disait que, et en fin de compte, c'est un peu ça, que le cinéma n'est pas la réalité, loin de là. Que le cinéma, je veux dire, serait même une sorte de miroir, hein, en quelque sorte, des rêves. Alors, en termes de réalisation, je voulais pointer aussi qu'on est beaucoup dans l'hommage. Alors, c'était déjà le cas avec X, qui était un hommage, hein, à Massacre à la tronçonneuse de Tom Hooper au niveau de l'intrigue. Avec Pearl, c'est un peu différent. Là, j'ai envie de dire que les trois films, Pearl est peut-être, entre guillemets, le moins référencé cinématographiquement, mais pour moi, c'est pour moi un petit peu le meilleur de la trilogie dans la mesure où justement il s'assume comme tel et il propose pour le coup un vrai parti pris sur un personnage a priori secondaire, hein, vu que Pearl en fait retrace de la jeunesse de la vieille dame voilà, psychotique de X. Et donc le film en profitait vraiment pour proposer vraiment son propre délire, et j'ai envie de dire dans le bon sens du terme, et j'aurais tendance à dire que des trois films, Pearl est vraiment celui qui assume le plus son identité propre. Ce qui n'est pas un mal pour les deux autres, hein, mais je veux dire, voilà, X et Maxine sont beaucoup plus référencés, mais j'ai envie de dire, dans le cas de Maxine, les références ne sont pas, voilà, ne sont pas bêtement crachées au visage du spectateur. Et alors, je le disais, on a même parfois quelques petites références au western dans un plan que je trouve génial où on voit à un moment donné le personnage comme ça de détective irascible, à la fois en même temps dandy et crasseux, joué par Kevin Bacon et Maxime, qui vont se retrouver littéralement dans un décor de western, mais vraiment, hein, ils sont dans les studios et on va les voir comme ça se parler et même régler leurs comptes comme ça au sein d'un vrai décor de saloon avec la musique en fond sonore de western typique. Et voilà, une idée de mise en scène que je trouve assez amusante. Pareil, hein, je veux dire, quand on voit Maxine commencer à jouer les scènes de la Puritaine 2, là aussi, on sent qu'il y a un hommage comme ça, à la fois un petit peu au giallo, puis au film, voilà, un peu au film gore, comme ça, début des années 80, notamment les films de la 42e rue de New York. Donc on sent, c'est ce que je disais en début de critique, hein, qu'il veut vraiment se faire plaisir, là, pour le coup, Ty West. Voilà. Il se dit, je fais un film sur Hollywood, je vais amener le plus de références possible, je vais vraiment me faire plaisir. Et comme je le disais, c'est d'autant plus jouissif à regarder que c'est qu'il y a un vrai fond, hein, je veux dire, c'est pas juste voilà du déballage pour du déballage, il y a vraiment, pour le coup, un vrai point de vue d'auteur, ce qui rend le film, d'autant plus agréable à regarder. Alors concernant le scénario, j'ai envie de dire le scénario, bon là aussi, c'est un peu comme si Ty West nous disait: «OK, je vous propose une réflexion sur Hollywood, mais je vous rappelle quand même que les 2 films d'avant, voilà, s'assumaient aussi un petit peu, en fait surtout X, comme un hommage aux séries B, je vais dire un peu de la grande époque, même si c'est beaucoup plus que ça». Et donc ici, voilà, donc Maxine,
ne renie pas non plus son statut, je vais dire, de film de genre, même si, et ça j'en dirai pas plus, on se rend compte que l'histoire du tueur en série en question, ben, c'est pas vraiment ce qui intéresse le plus Ty West. Je vais pas en dévoiler davantage, que beaucoup ont dit que le final frise un petit peu trop le grotesque. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas dans la mesure où, si on comprend bien les intentions du réalisateur, j'ai envie de dire c'est un peu logique et c'est assumé comme tel. Je rappelle quand même que Ty West, à la base, c'est un réalisateur de genre qui a quand même fait pas mal ben voilà, de séries B aussi, peu d'horreur, etc. Et que là, pour le coup, ben, sa trilogie, donc X, Pearl et Maxine, c'est vraiment ben, ce qui l'a fait rentrer définitivement, on peut le dire, dans la cour des grands. Et, et donc voilà, quoi, c'est un peu comme s'il se disait, ben ok, je m'impose en tant qu'auteur, mais en même temps, je vous rappelle que ce que vous voyez pourrait très bien être une série B de la fin des années 70, début des années 80. Et je trouve qu'honnêtement, ben, le film prend tout son sens à la fin, vu que, comme je le disais, tout finit par se lier, quoi. Donc, à la fois le portrait de femme, l'hommage, Hollywood des années 80, plus encore, le côté pamphlétaire vis-à-vis de l'industrie hollywoodienne de manière générale et sa contamination par le mal, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout ça finit par mener à ce final qui certes peut être considéré comme grotesque, même parfois un petit peu kitsch, mais qui je trouve, trouve bien son sens et qui est en plus très bien amené par un plan final qui pour moi est l'un des plus culottés que j'ai peut-être vu cette année, qui est à la fois culotté et en même temps bah, subtil, quoi. Je veux dire très bien amené, très métaphorique sur le probable futur destin de Maxine. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire à propos de Maxine. Donc clairement pour moi, gros coup de cœur. J'ai pas été déçu du tout, bien au contraire. J'ai adoré le film pour toutes les raisons que je vous ai dévoilées. Donc si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas encore vu X et Pearl, ben regardez-les avant d'aller voir Maxine dans l'ordre que vous voulez, hein. Pearl est un prequel, mais vous pouvez très bien regarder X avant Pearl, ça pose pas de problème. Donc voilà, donc, mais vraiment, je vous le recommande. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager sur les différents réseaux sociaux, etc. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour reparler à la fois de cinéma muet, parce que je vous parlerai donc de La femme donc sur la lune de Fritz Lang, qui est son dernier film muet. Voilà, je vous montre déjà le très beau Blu-ray. Et ensuite, je reviendrai un petit peu sur Satyajiré, donc vous pouvez voir le coffret derrière, puisque je m'attaquerai à sa trilogie Apu. D'ici là, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end très ensoleillé, je l'espère, de bonnes vacances à tous, et nous on se retrouve très vite. Allez, à très bientôt, ciao.